BFM Business, en partenariat avec les entreprises du médicament, présente Spécial Check-up Santé 2022 au cœur de la campagne. Raphaël Duchemin et Fabien Guèze. Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouveau numéro de Check-up Santé 2022. Notre ambition ici est très simple, ausculter le programme des candidats à la présidentielle pour savoir quelle place ils réservent à la santé. À mes côtés, l'expert santé de BFM Business que vous retrouvez chaque semaine. Bonjour Fabien Guèze. Bonjour Raphaël, ravi d'être avec vous aujourd'hui sur ce plateau. Alors dans le Check-up Santé, il y a le mot santé et on peut dire que la santé a hélas occupé notre quotidien pendant 2 ans de pandémie. Mais très étonnamment, cette santé est plutôt absente des débats de campagne. Alors, quid de ces 5 prochaines années ? Nous avons justement voulu le savoir, Fabien, et avec nous pour prendre le pouls du programme que défend Anne Hidalgo, son expert santé. Bernard Jomier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Et 2 experts des entreprises du médicament, partenaires de ce rendez-vous. Clarisse Lost, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente France de MSD, laboratoire américain, et vous êtes une des filiales les plus importantes en France. Et Thierry Hulot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Merck, entreprise européenne de 350 ans. Tout à fait. Incroyable. Vous n'étiez pas à son inauguration, non ? J'étais pas à l'inauguration. Pas vraiment. J'ai célébré les 350 ans. Parfait, donc la santé, on le sait, c'est plein de choses. C'est l'hôpital, la médecine de ville, les soins à la personne, la prise en charge de la dépendance, l'organisation dans les territoires, l'innovation, la recherche, l'industrie, la formation. Eh bien, on va essayer d'évoquer tous ces sujets dans cette émission. Alors, gros plan, tout d'abord, sur les priorités qui figurent dans le programme d'Anne Hidalgo. La consolidation, évidemment, du rôle de l'hôpital public comme pilier, dit-elle, de la santé des Français, en stoppant notamment l'approche comptable. C'est ce que souhaite faire la candidate. Autre changement, cette fois dans la gestion des établissements, pour que l'hôpital soit plus en phase avec les besoins. Les élus, les usagers, les acteurs de santé auront leur mot à dire. Anne Hidalgo veut aussi, comme sur le modèle des pharmacies, mettre des gardes de week-end chez les libéraux pour soulager les services d'urgence. Les médecins, justement, il en manque notamment dans les déserts médicaux. Objectif, élargir les capacités des universités pour en former davantage. Idem d'ailleurs dans tous les secteurs de soins et leur proposer aussi, on en parlera, une dernière année comme médecin assistant. Pour agir en amont, cette fois, la candidate veut mettre en place un plan de prévention des maladies chroniques, mais aussi faire de la santé mentale une grande cause de son quinquennat. Et puis côté dépendance, Anne Hidalgo veut repenser les EHPAD, revaloriser l'APA formée et recrutée dans cette filière. Sujet de controverse peut-être, la légalisation du cannabis. Si c'était acté, l'État reprendrait, comme en Allemagne, le contrôle de la production et de sa mise sur le marché. Relancer également l'effort de recherche et la santé fait partie pour Anne Hidalgo d'ailleurs des secteurs dits stratégiques. On verra ce que ça signifie. Enfin, et ça risque de faire parler, faire pression sur les laboratoires pour obtenir la levée temporaire des brevets sur les vaccins et engager une politique à l'échelle mondiale pour mettre fin, dit-elle, aux épidémies et prévenir l'apparition, Fabien, de nouvelles pandémies. Alors Bernard Jomier, vous êtes sénateur, vous êtes aussi médecin généraliste, je sais que vous pratiquez. Absolument. On peut, ça c'est un cumul des mandats ou pas, non ? C'est un cumul emploi-mandat, Oui. Et ça je pense que c'est quelque chose à développer, contrairement au cumul des mandats. Alors, si vous pouviez résumer en une minute, parce qu'on va ensuite développer, l'objectif à 5 ans que propose Anne Hidalgo. Par une formule, je dirais, c'est notre pays a construit un système de soins ces dernières décennies. Alors, il a ses difficultés, on va en parler, mais on n'a pas vraiment construit de système de santé publique. Et on a bien vu en entrée dans la pandémie que ça nous manquait, puisqu'on est entré en pandémie avec tout un panorama d'institutions assez foutraques, on va dire, et une inculture en santé publique qui fait que la gestion au début a été compliquée avec cette formule « c'est la guerre », alors que ça n'était pas la guerre, c'était une épidémie, ça n'est pas la même chose. Et je crois que l'enjeu qu'on a face à nous, parce qu'il faut tirer les leçons de la pandémie, comme les pays asiatiques avaient su le faire, et ça n'est pas étranger au fait qu'ils aient mieux géré que nous cette pandémie, il faut qu'on construise un vrai système de santé publique. Alors entrons dans le détail, si vous le voulez bien, et parlons de souveraineté sanitaire. Spécial Check-up Santé 2022 au cœur de la campagne. On l'a dit, Bernard Jomier, le Covid s'est imposé dans notre quotidien, ça fait maintenant 2 ans, et cela a mis en évidence de nombreuses failles aussi dans notre système. Anne Hidalgo parle de nécessité dans son programme de réindustrialiser, et notamment sur des secteurs stratégiques, la santé en est un. Comment est-ce qu'elle compte s'y prendre ?
Oui, c'est ça. On définit en fait, dans cette question de la réindustrialisation du pays, 4 grands thèmes qu'on appelle 4 grandes odyssées, qui sont l'énergie, les mobilités, le numérique et la santé. Et d'ailleurs, la 3e concerne aussi la 4e, parce qu'on estime que ce sont des secteurs qui sont particulièrement importants pour la vie de la nation et pour la transition écologique d'ailleurs aussi. Alors, il s'agit donc de flécher sur ces 4 grands secteurs tout un ensemble de financements en termes de recherche et d'innovation par des dispositifs qui sont, peut-être pas tous les décliner, mais qui sont multiples et qui visent aussi à ce que les Français, parce que c'est quelque chose qui irrigue l'approche qu'a Anne Hidalgo, c'est que certes, on est dans une présidentielle, donc le chef de l'État doit donner les grandes orientations, mais après, il faut que les Français participent et s'approprient de ces thématiques. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Elle propose qu'on crée un livret de développement industriel. Comme il y a eu, vous vous rappelez, il y a une 30aine d'années, on a voulu, enfin c'était la droite qui était au pouvoir à l'époque, elle a voulu intéresser les Français à la vie de l'entreprise en développant l'actionnariat populaire et en vendant des actions, c'était France Télécom à l'époque, à bas prix pour que les Français... Bon, ça n'a pas vraiment fonctionné en fait. Là, on pense qu'avec cette question du livret de développement industriel, les Français vont pouvoir placer leur argent pour développer des industries localisées dans notre pays. Et donc, ce sera une source de financement. Et par ailleurs, c'est important que vous souligniez ce point, nous pensons que les présidents de région ont un rôle particulier à jouer. On a créé des grandes régions dans notre pays pour qu'elles aient une surface économique, une surface en termes de politique de recherche. Et donc, nous souhaitons effectivement, en gros, que les présidents de région soient un peu les ministres de l'industrie de notre pays. Alors, Clarisse Lost, on l'a dit, Raphaël l'a dit, cette épidémie a mis en évidence certaines failles de notre système de soins, mais elle a aussi permis de booster de révolutionner aussi la fabrication de certains produits, d'aller beaucoup plus vite grâce à une collaboration nationale, internationale. Il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Je pense que là, si on regarde dans la crise du Covid, la mobilisation de l'ensemble des acteurs, comment les industriels, le public, le privé s'est mis ensemble pour faire face. Et les entreprises du médicament ont quand même répondu extrêmement présent pour pouvoir fournir à une cadence extraordinaire des produits qui se sont envolés. Et ça a été extrêmement important et ça montre à quel point on s'est mobilisé. Et c'est aussi, pour compléter peut-être ce que vous mentionnez, l'importance aussi de s'organiser au niveau européen. Parce que je pense qu'il est illusoire de se dire qu'on pourra tout ramener d'un point de vue santé publique, toutes les étapes clés du médicament, et de se dire comment on s'appuie sur la coordination européenne de façon à faire face à ce genre de situation. Donc la question, si je vous suis bien, c'est est-ce que nous, Français, on y va tout seul ou est-ce qu'on s'appuie aussi sur cette force européenne dans peut-être les pandémies à venir? Est-ce que la France doit redorer son blason en matière d'industrie de sécurité sanitaire et quelle place elle peut prendre? On a vu cette question de la souveraineté sanitaire, puisque c'est énoncé de cette façon-là, se développer à partir du constat qu'on avait, notre pays, perdu beaucoup de place en Europe et encore plus à l'échelle de la planète, plutôt 5e d'ailleurs, sur la production. Bon, on a perdu beaucoup de place sur la recherche déjà, d'ailleurs, on en parlera peut-être, mais on est un pays où il y a moins de chercheurs, où ils sont moins payés, on a décroché en part du PIB consacré à la recherche, on est très loin de l'objectif des 3%, et donc on a perdu, on va dire, aux différentes étapes, puisque si on parle du médicament, on a toute une chaîne qui commence à la recherche et qui se termine pour ceux qui sont pris en charge par la fixation du prix de remboursement par l'assurance maladie. Et c'est toute cette chaîne qui est importante. Et toute cette chaîne, soyons clairs, la France ne peut pas recouvrir une souveraineté à elle seule. On doit déterminer la part qui est stratégique et qui doit être relocalisée sur notre territoire. Et je pense en particulier à la constitution de stocks pour les médicaments, notamment d'intérêt thérapeutique majeur, où là, il y a une question qui est nationale. Et s'il faut encore changer la loi, on la changera. Mais sur l'ensemble de cette chaîne, on l'aborde beaucoup plus au niveau de l'Union européenne et c'est notre souhait. Thierry Hulot, vous pensez que la France a vraiment décroché au niveau de la recherche et de l'innovation? C'est un constat aussi pessimiste que ça? C'est mon côté optimiste. Il faut regarder en avant. Et je crois, pour compléter ce que monsieur le sénateur disait, il faut être européen, mais on peut être le fer de lance.
et je crois que c'est la volonté des entreprises du médicament. On a en France aujourd'hui 270 usines qui produisent des médicaments. C'est pas rien, il y a une base, il faut construire dessus. On ne peut que vous rejoindre en disant on construit avec l'État et avec les régions. Il y a un maillage extraordinaire en région. Les entreprises du médicament, c'est autant de TPE, de PME que de gros labos. Il faut construire sur ce maillage avec des partenariats publics et privés. Et en effet, si on veut être le champion des thérapies de demain, c'est-à-dire pouvoir produire en France les innovations thérapeutiques qu'on attend en termes de biotechnologie, il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'on mette le modèle économique approprié qui va avec. Ce sera difficile d'investir s'il n'y a pas un budget médicament qui est taillé non pas pour gérer les comptes sociaux, mais pour subvenir aux besoins des patients. On va passer au deuxième chapitre de cette émission, à savoir l'offre de soins. Spécial Check-up Santé 2022 au cœur de la campagne. Alors dans le programme apparaît clairement la volonté de changer le modèle de l'hôpital pour qu'il soit davantage un hôpital pour tous. Ça signifie qu'aujourd'hui il ne l'est plus, Bernard Jomier ? Il souffre, et c'est antérieur à la crise. L'hôpital, son fonctionnement actuel, c'est HPST. C'est la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, qui date d'un peu plus de 10 ans et qui a fondé le concept de l'hôpital entreprise, avec cette idée que portait le chef de l'État à l'époque, Nicolas Sarkozy, qui était pour que l'hôpital fonctionne bien, il faut que comme une entreprise, il soit dirigé par une seule personne. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par Et exemple, cette logique, stoppe les partenariats publics-privés ? On regarde de plus près. Non. Dans la gouvernance de l'hôpital, vous savez, j'étais il y a quelques semaines à l'hôpital de Valenciennes où a été imaginé un modèle de conjonction, on va dire, des soignants et des personnels de direction. Je ne veux pas m'étendre, mais un modèle où les soignants sont sensibilisés aux enjeux médico-économiques et où les directeurs concèdent qu'une partie des décisions doit être plus entre les mains des soignants. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc on a un modèle de gouvernance à imaginer pour l'hôpital où la logique soignante reprend plus de poids. Et ça n'est pas écarté, bien sûr, la logique de direction de l'hôpital. Mais le balancier est allé trop loin dans un sens, on veut le ramener. Et deuxièmement, brièvement, il faut que l'hôpital soit mieux inséré dans son territoire de santé et au sein des élus locaux, parce que là aussi la pandémie a démontré le rôle que les élus locaux pouvaient avoir dans la gestion des problèmes de santé. Clarisse Lost, l'hôpital, c'est un secteur qui vous intéresse. L'idée aussi, c'est d'approfondir aussi ces partenariats publics-privés. Plus globalement, je pense que l'hôpital est au cœur de notre système de santé, sur les pathologies les plus graves. Et c'est clairement l'équité d'accès aux soins pour les patients à travers la France. Et ça, je pense que c'est une priorité qu'on partage totalement. Je pense que ce qui est important de notre point de vue aussi, côté innovation, côté médicaments, c'est comment on regarde ça ensemble, parce qu'on voit aussi que les innovations aujourd'hui permettent de plus en plus de sortir les patients de l'hôpital, du coup de désengorger, de pouvoir concentrer l'hôpital sur des priorités qui ne se traitent qu'à l'hôpital. Et ça, c'est des points qui sont importants de travailler ensemble sur plusieurs années, de façon à pouvoir organiser l'hôpital aussi en fonction des innovations qui arrivent. On le voit en cancéro, par exemple. Aujourd'hui, la plupart des médicaments sont aujourd'hui en voie orale qu'on peut prendre à la maison. Donc ça change toute l'organisation des soins et il faut l'anticiper parce que c'est vrai que c'est des grands changements pour que l'hôpital puisse s'adapter. Et c'est tous ces éléments à prendre en compte. Thierry Hulot. De fait. Mais, monsieur le sénateur, ce que vous dites, c'est qu'il faut que l'hôpital se reconcentre sur le soin aux patients, plus que sur la gestion de l'entreprise. Je crois qu'avec les entreprises du médicament, on voudrait porter ça encore une étape plus loin. Est-ce qu'il n'en va pas du même pour le ministère de la Santé ? Qui ferait un ministère de la Santé qui soit omnibulé par le parcours du patient, l'accompagnement du patient, et pas la contrainte des comptes sociaux, qui doit être gérée, bien entendu, mais qui relève plus d'un ministère de l'économie et des finances. Alors 2 points. D'abord, oui, il faut rapprocher les acteurs. Et on a créé un modèle en France il y a une dizaine d'années. C'était aussi Nicolas Sarkozy. Donc vous voyez, je lui rends grâce. Ce qui est très intéressant, c'est les instituts hospitalo-universitaires. Et il y en a un qui dérive, c'est Méditerranée, mais peu importe. Mais sinon, ces lieux d'expertise où on lit la recherche fondamentale, la recherche clinique, les applications industrielles et donc les débouchés, et ce sont des lieux extrêmement intéressants. Il faut qu'on développe les instituts hospitalo-universitaires. Et deuxièmement, pour ce qui est de l'hôpital, oui, clairement, l'hôpital doit évoluer et doit évoluer à la fois en se recentrant sur ses missions essentielles et deuxièmement en s'insérant beaucoup mieux dans les parcours de soins. Vous faisiez mention aux chimiothérapies orales.
l'hospitalisation à domicile est insuffisamment développée, par exemple, dans ce domaine-là. Et donc, on voit qu'on a un travail à faire dans notre pays d'arrêter. Il n'y a pas de guerre à avoir entre les soignants et les gestionnaires. Il y a utilisé au mieux nos ressources, nos compétences et l'argent pour produire du soin avec la qualité la meilleure possible. Et je pense que là-dessus, on doit pouvoir arriver quand même dans notre pays à avancer de façon plus rapide. Puisque vous évoquez la question du soin en proximité, ça me fait évidemment penser à la problématique des déserts médicaux. Là, vous préconisez, entre autres, une dernière année comme médecin assistant. Comment est-ce que vous faites pour justement inciter ces étudiants à aller vers ces fameux déserts médicaux? C'est vrai qu'ils sont assez frileux pour l'instant. En 2 phrases. Non, ils ne sont pas frileux. Moi, j'en ai beaucoup discuté avec leurs organisations. Si Alors, on leur qu'est-ce qui dit, bloque ? si on leur dit, vous faites une 4e année d'internat, accompagné, avec un vrai salaire, pas 1 800 €, mais 3 500 €, dans les territoires sous-denses, et que cette 4e année, donc on vous reconnaît, c'est de la professionnalisation, ils disent pourquoi pas. Si on leur dit, vous allez partir... Et ils restent après ? Eh bien, une partie restera après. Parce que vous savez, le problème, C'est difficile la conversation quand même. c'est qu'on sélectionne nos étudiants en médecine maintenant quasiment uniquement dans les métropoles. Et que quand vous êtes issu d'une métropole, vous restez dans une métropole. Donc il faut les sélectionner différemment. Ça, c'est plus long. Mais en tout cas, cette 4e année de professionnalisation, elle amènera 4 000 à 6 000 jeunes médecins à exercer dans ces territoires. Les départements et l'État participeront au dispositif. Raphaël ? On parle du futur ? 2050, à quoi va ressembler notre santé ? Spécial Check-up Santé 2022 au cœur de la campagne. On a déjà commencé à évoquer cette question de la recherche, Bernard Jomier, avec notamment, je crois, un effort plus conséquent que vous souhaitez sur le crédit impôt recherche. De quel ordre ? On a une idée ? Non, on souhaite qu'il y ait un financement à la fois, je vous disais, par ce livret et par ailleurs créer un fonds pour développer l'industrialisation et locale en termes de recherche. Après, le crédit impôt recherche, on ouvrira avec les industriels, avec une négociation. Voilà, ce n'est pas Anne Hidalgo qui va décider directement du montant. Vous souhaitez un effort là-dessus, mais de quel ordre ? C'est l'idée. Quelle serait il faut le majorer de au moins 30%. Dernière question, comment fait-on pour essayer de raccourcir les délais d'autorisation de sortie des produits médicamenteux, des dispositifs médicaux, etc. Alors, très rapidement. On a déjà adopté un certain nombre de dispositifs, l'accès précoce et l'accès direct. On a quand même beaucoup légiféré sur cette question. Je pense qu'il faut que c'est le deuxième notamment qui vient d'être adopté, c'est quand même tout récent par le Parlement, c'était à l'automne dernier, entre en application, qu'on en fasse le bilan dans 1 an et on verra ce qu'il faut changer, mais on est d'accord sur l'objectif, les délais sont trop longs. Clarisse Lost ? Je pense que vous le soulignez, je pense qu'énormément d'efforts ont été faits pour accélérer les délais. On va déjà travailler sur effectivement ce qu'il y a là, mais ne perdons pas la vue parce qu'on a un retard qui est clair. Pour moi, il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est le budget médicament. Parce qu'on peut accélérer les délais, mais aujourd'hui, on voit qu'on a un budget médicament qui est sous-optimal, qui a dégringolé en part relative au budget de la santé, qui est le plus bas de l'Europe. Et aujourd'hui, ça freine l'arrivée. Même si on essaye d'accélérer les délais, mais au final, on n'arrive pas à financer l'innovation. Vous parlez de santé 2050, quand on voit, et il y a de quoi être extrêmement optimiste sur les thérapies de demain. 2050, c'est peut-être un peu loin, mais on a déjà des innovations très concrètes qui arrivent en termes de thérapie ciblée, en termes de thérapie génétique. Mais tout ça, il faut avoir le budget pour le financer. Et à nouveau, ça nécessite de faire des choix de santé publique. Où est-ce qu'on veut investir et où est-ce qu'on a besoin ? Comment ça va transformer le secteur de l'organisation des soins ? Et c'est tous ces éléments-là qu'il faut qu'on arrive à discuter parce qu'aujourd'hui, on a un budget médicaments qui est en perte de vitesse totale. C'est valable aussi pour tout ce qui est télémédecine, innovation, je pense aux exosquelettes. Ça aussi, ça va se développer et ça aussi, ça a besoin d'une manne financière importante pour pouvoir être opérationnel d'ici quelques années. Il y a les techniques fondamentales comme les thérapies cellulaires, les thérapies géniques, il y a les outils comme la télémédecine par exemple, mais tout ça ne prend sens que si on a discuté de nos objectifs. Le problème, c'est qu'actuellement, où est discuté le montant du budget du médicament entre le ministère et les industriels, un peu au sein du CSIS, et encore, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de discussions budgétaires, mais le Parlement est écarté et les acteurs de santé sont écartés. Donc on a été dans une régulation purement financière,
purement comptable, on appelle à une autre logique. Ça ne veut pas dire que ce sera guichet ouvert, ça ne veut pas dire que la ressource de la nation est infinie, mais ça veut dire qu'on discute d'abord de nos objectifs. Et la médecine personnalisée va s'expandre, on le sait tous, ça va avoir des coûts importants, il faut qu'on en débatte et il faut qu'on alloue après les moyens en fonction des décisions. Thierry Hulot. Un dernier mot. Je crois qu'on peut se rejoindre sur ce point-là on serait plus pour militer pour une vision pluriannuelle. Pour l'instant, comme vous le dites, au moment du PLFSS, on discute un budget de la santé d'un coup. Il faudrait avoir une vision sur le long terme du parcours du soin, comment on accompagne les patients dans toutes ces dimensions, qui prennent en compte les collaborations publiques-privées, et avoir une vision commune, partagée, dans la durée, dans l'intérêt du patient, pour s'assurer qu'il ait accès à l'innovation le jour où il en aura besoin. La population vieillit, a de plus en plus de maladies chroniques, la prise en charge va être de plus en plus importante, et il faut le travailler en amont, et nous sommes là en tant que partenaires. Bernard Jomier. Oui, mais moi je partage les grands objectifs d'ailleurs de la stratégie innovation en santé, qui a pour terme 2030, donc qui est assez... Mais après, la déclinaison annuelle, elle ne peut se faire que dans le cadre du budget annuel pour ce qui est de l'engagement public, parce que vous le savez que les lois de programmation n'engagent que ceux qui les présentent, qu'on ne peut pas au Parlement voter un budget pluriannuel, c'est toute la difficulté, mais les perspectives bien sûr, parce que aucun responsable politique responsable ne peut écarter le fait, l'émergence, encore une fois, de la médecine personnalisée, enfin des 5P d'ailleurs, prédictive, etc. Et que tout ça a un coût qui est réel, mais qu'est-ce que notre nation est prête à consacrer à la santé? Nous, on estime qu'une nation comme la France doit avoir 2 grandes priorités dans les années à venir, éducation, recherche et santé. C'est assez clair. Merci beaucoup, Bernard Jomier, Merci d'être venu détailler le programme santé d'Anne Hidalgo. Merci à Thierry Hulot et à Clarisse Lost d'avoir été avec nous dans ce numéro spécial de Check-up Santé. On se retrouve bientôt, Fabien. Très bientôt pour un nouveau autre numéro. représentant de santé de candidat du Rassemblement national. Spécial Check-up Santé 2022 au cœur de la campagne.